Et alors du coup, il y a un sujet aussi dont je voulais parler avec toi, qui est la relation homme-femme. On a vu évidemment cette tendance du MeToo, la montée du féminisme, l'idée de vouloir penser, et je le pense évidemment, hein, qu'une femme ou un homme sont avant tout des êtres humains et que nécessairement ils doivent avoir des droits égaux. Donc ça c'est à la base et ça me semble tellement évident que ça devrait être partout. Par contre, ce que toi tu disais, et je ne sais pas si tu connais ce bouquin français qui s'appelle Le mythe de la virilité, qui défend un peu la même thèse d'ailleurs, c'est que finalement, aujourd'hui, les femmes, elles ont fait un combat, elles sont en train de mener un combat très fort, mais que quelque part, les hommes, eux, ne mènent pas le combat qu'ils devraient mener. Et c'est intéressant, Greg, parce en fait, il y avait une grande différence entre le féminisme français et le féminisme américain des années 70, D'accord. 70. C'est-à-dire que le féminisme français a toujours dit on est différent, et parce qu'on est différent, on veut les mêmes opportunités. Et pour avoir les mêmes opportunités, on va mettre en place des systèmes, que ce soit le congé de maternité, paternité, les crèches, etc., pour que justement on puisse ensuite avoir les opportunités égales. Tandis que les Américains ne sont pas partis sur un modèle de complémentarité et de reconnaissance de la différence, ils sont partis sur un modèle de similitude. On est les mêmes. Être égaux, c'est être les mêmes. C'est pas avoir les mêmes droits, c'est être la même nature. Et donc, aux États-Unis, le congé de maternité, c'est un congé maladie. Disability. Wow. C'est comme ça que les féministes ont réussi à faire entrer ça dans le code légal. C'est-à-dire que si tu te casses une jambe ou si tu as eu un enfant, c'est la même chose. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune infrastructure sociale, que ce soit congé maternité, rien du tout. Si les boîtes veulent bien, si les entreprises veulent bien le donner et qu'elles soient illuminées, elles le donnent. Mais au niveau national de tous les États-Unis, nous sommes un des seuls pays industrialisés où il n'y a pas de congé de maternité. Les crèches, on peut oublier. Bref, tout le monde est seul à gérer des problèmes et des réalités sociales. Donc, si je gère individuellement mes réalités sociales, quand j'ai un problème, je ne le vois pas comme un problème social, je le vois comme un problème personnel. Je privatise les problèmes ici. Ça, c'est une des grandes différences. Donc, le féminisme, il existe depuis un bon bout de temps, et puis pendant un petit temps, on en parlait moins. Mais ce dont on a peut-être moins parlé, et je crois que ça c'est l'opportunité de MeToo, c'est que quelque part on est en train de revenir à d'autres couches de la relation homme-femme, qui est le plus ancien système d'échange de pouvoir qui a toujours existé, qui est que les hommes ont usé ou utilisé de leur pouvoir social, de leur statut social, pour avoir accès à la sexualité qu'ils n'auraient autrement pas pu accéder. Ce sont pas les hommes puissants. Les hommes puissants séduisent. Les hommes puissants ne doivent pas harceler, ne doivent pas imposer. C'est-à-dire que ça fait partie de l'insécurité masculine que de trouver des pouvoirs de telle sorte et d'utiliser son pouvoir social pour avoir accès au sexuel. Tandis que les femmes ont de tout temps utilisé de leur pouvoir sexuel, de leur jeunesse, de leur beauté, de leur séduction pour avoir accès au pouvoir social, public, qui leur était refusé et nié et auquel elle n'avait pas accès. Et ça, c'est ce que j'appelais en anglais the oldest trade show. C'est cet échange de pouvoir. Et aujourd'hui, cet échange est en train d'être revu et corrigé. Très, très bien. Parce que ça permet, mais pas uniquement pour les femmes. Tu sais, dans les sites, par exemple, on sait qu'un homme aux États-Unis qui n'a pas 1 mètre, je sais pas combien, 5.8 aujourd'hui, pour chaque inch qu'il est trop court, soi-disant, il doit gagner 40 000 $ de plus. Donc, c'est exactement ça, la notion de son pouvoir social ou économique, pour avoir accès of the sexual favors qu'il n'aurait pas eu autrement. Mais en même temps, c'est vrai que depuis 50 ans, les femmes, pas seulement qu'elles mènent un combat, elles sont aussi dans une conversation, dans un dialogue de redéfinition de quelle est la place de la femme, le pouvoir de la femme, les désirs de la femme, l'identité de la femme, les relations de la femme, etc. Et que les hommes, quelque part, n'ont pas du tout encore eu la permission de se remettre en question et d'avoir cette examination identitaire et relationnelle que les femmes ont eu. Et donc, on se retrouve dans un système super binaire et réduit. Les femmes doivent avoir des conversations par rapport à comment elles trouvent leur voix et leur pouvoir, mais les hommes doivent avoir un espace dans lequel ils peuvent eux aussi
ouvrir leur cœur et être vulnérables et ne pas faire partie de la programmation masculine de la compétitivité, je n'ai peur de rien, je suis autonome, je n'ai besoin de rien, je suis pas faible, je suis pas vulnérable. Enfin, ce code de la masculinité qui, je pense, est peut-être un peu plus fort ici, mais qui existe probablement tout autant chez nous. Qui existe aussi en France, bien sûr, et qui est extrêmement puissant parce que je pense que comme on n'en parle pas, et que les hommes n'en parlent pas entre eux non plus d'ailleurs, pas beaucoup, je crois pas. Ça commence à s'ouvrir, mais c'est quand même très réduit. De parler de vulnérabilité, la vulnérabilité, c'est par principe vu comme une faiblesse. C'est sans doute aussi pour ça qu'on l'a laissé aux femmes entre guillemets, parce qu'on se disait bon tiens c'est une faiblesse, donc les femmes elles sont faibles donc c'est pas grave. Alors qu'en réalité c'est une vraie force, c'est une force que les femmes ont, que les hommes n'ont pas vraiment, et qui travaillent tu sais qu'on très touche peu. nos garçons, à partir de l'âge de 3 ans, on touche moins nos fils que nos filles. À Ah partir de oui, 4 ans, très wow. souvent, on commence à leur dire qu'il vaut mieux ne pas pleurer. À partir de Exactement. 7 ans, on commence à mettre en place tout un système de démantèlement affectif du petit garçon dans lequel on lui montre qu'est-ce que ça veut dire qu'être fort et qu'être un vrai garçon en route pour devenir un homme. Et Elisabeth Badinter, il y a longtemps, quand j'avais lu XY de la masculinité, disait on est femme et on devient homme. C'est-à-dire que dans toutes les cultures, les hommes doivent aller prouver qu'ils sont hommes. Ils doivent aller se mettre dans les bois et dans la forêt et faire des rituels de transition du garçon à l'homme et pour qu'il puisse devenir un bon soldat. Et donc, pour être un bon soldat, il ne faut pas qu'il soit trop attaché aux autres parce que sinon, il ne peut pas Ouais, partir effectivement. pour aller faire la guerre. Mais il n'y a pas de rituel pour la femme. Donc, on a toujours dit la femme donne la forme et l'homme donne le nom. Et pour donner ce nom, il faut qu'il le construise et que la masculinité se construit. On n'a pas de terme une vraie femme. D'ailleurs, en anglais, c'est très très clair. Il y a un terme en anglais qui dit emasculating. C'est quoi ça en français? C'est Émasculé. émasculé. Il n'y a pas ça au féminin. Non, non. Comme le fait d'être homosexuel, c'est une insulte au masculin et c'est pas une Voilà. insulte au féminin. Loser, c'est la même chose. Encore un de ces termes. Il n'y a pas de loser au féminin. Parce que loser, c'est la personne qui n'a pas réussi à performer et à atteindre ce qu'il avait besoin de prouver. Et comme il n'a pas réussi à prouver qu'il était valable et capable, parce que ça va ensemble, donc il est loser. Et peut-être que les femmes, enfin pas peut-être, les femmes ont certainement peur de la violence, mais les hommes ont peur de l'humiliation.